Salut Pierre-Louis, Salut Laurent, tu vas bien? Ça va bien et toi? Alors, je vous présente Pierre-Louis, c'est un pote que je connais de longue date. Très longue date, on se connaît depuis des années. Ça fait quelques temps qu'on fait les meetings ensemble, etc. Et donc maintenant, tu bosses chez Motors Concept. Ouais, une concession qui est sur Metz. Donc on a beaucoup de voitures de sport, de prestige. Il y a beaucoup de Porsche. Beaucoup de Porsche. Moi, tu me connais, je suis très fan de Porsche. Bah oui, on va aller les voir tout de suite. Il y a pas mal de choses. On a donc les cabriolets pour l'été, 980 jusqu'à la plus exclusive, la Boxster 25e que tu connais. Ouais, bien sûr, forcément. On a même les nouvelles, les 992. 992 que j'ai vu au Sunday Meet il n'y a pas longtemps. Oui, on l'a sorti pour le rassemblement. Ici, on a même une 991 GTS cabriolet. Ça se fait rare maintenant. GTS, de toute façon, c'est mon truc. Ici, on a mis la Gallardo parce que on est avec les anciennes années, 2004-2005. Donc là, c'est vraiment le mythe, on va dire. C'est les premières nouvelles Lamborghini avec le V10. Configuration discrète, mais ça marche, tu vois. C'est ça, c'est full black, mais c'est spartiate. Ici, j'ai mis la petite lignée de 997. Donc on va avoir les cabriolets, coupés, les S, pas S. Ça manque de 996, là, elles sont où les 996? Oui, 996, c'est beaucoup plus rare sur le marché, je le sais. Donc là, on a une M4 aussi en vert Île-de-Mans. J'adore. Bah, moi, j'adore le vert de base, mais ce vert-là, il est incroyable. Là, il ressort bien métallisé. Tu me l'avais apporté sur le Sunday Meet en plus, celle-ci, je me souviens. Oui, elle était venue. Ouais, exact. Ici, on a une Lotus. Bon, elle est déjà vendue, mais c'est une Evora 400. Ah, j'ai fait un test là-dessus. Oui, j'avais vu, mais elle avait le carbone et c'était l'évolution. Et là, à l'intérieur, avec les baquets rouges, Alcantara. Mais bon, comme tu le sais, c'est pas pour ça que je suis venu. C'est pas pour les Porsche, c'est pour les Ferrari. En fait, dans le showroom, il y a de très belles Ferrari. Là, vous pouvez pas les voir, elles sont derrière vous. Mais il y a vraiment de toutes les phases. Très belles choses. On a les 488, 458 et ce pourquoi tu es venu. Exactement. Les 4 places. Voilà. Moi, ce qui me tente vraiment, c'est de découvrir les GT de la marque. C'est-à-dire vraiment les utilisation en daily. C'est ça, utilisation presque quotidienne, tu vois. Moi, la 996 qui est dehors, je l'utilise tous les jours. Et j'aimerais bien voir si chez Ferrari c'est envisageable, tu vois. Ouais. S'il y a des voitures avec le V12, voir si les problèmes de batterie, voir comment ça pourrait matcher. Et juste pour voir s'il y a de la place dedans, tu vois. Oui, parce que comme on sait que tu es un petit peu grand, voir si... Parce que c'est sûr que dans une 458, tu dois pas être super à l'aise. En fait, je pense que je serais bien, mais tu vois, en utilisation... Ouais, en tous les jours, c'est pas faisable. Alors du coup, on a une 612 Caglieti, on a une FF, toutes les deux en V12, boîte automatique, c'est vraiment de super voitures. Et on a également une 456 à l'essai qui est dans une configuration magnifique, mais elle n'est pas dans le showroom, elle est déjà dehors, de toute façon vous allez en voir plein d'images. Et bah du coup c'est parti pour la vidéo. Juste avant de lancer la vidéo, Noël vient de passer, vous avez peut-être été déçus de vos cadeaux, c'est pourquoi j'ai décidé avec Lego France de vous offrir leur tout dernier set Lego. Alors ça va complètement dans la lignée de la Lamborghini Sian ou de la Bugatti Chiron Lego. Ici on est sur la Ferrari Daytona SP3, c'est un set Lego qui est exceptionnel et j'ai décidé de vous l'offrir. Donc ça se passe sur Instagram, c'est dans la description, il y a tous les liens pour participer à ce concours. Alors, je voudrais quand même préciser que Lego ne sponsorise absolument pas cette vidéo, c'est juste que vous avez très envie de vous faire un beau cadeau comme ça pour Noël, donc ça me fait vraiment plaisir. Mais du coup, si Lego ne sponsorise pas cette vidéo, c'est qui sponsorise? Bon bah vous vous en doutez tous, évidemment, c'est Car Vertical. Imaginez vous recherchez un petit X1 d'occasion sur le bon coin, vous trouvez celui-ci, 2017, moins de 50 000 km, il a l'air vraiment mignon, et là vous faites un Car Vertical et vous vous rendez compte qu'il a été accidenté en Roumanie pour plus de 20 000 € de réparation. Bon, heureusement, ce vendeur est totalement honnête puisque c'est marqué dans le titre de l'annonce que le véhicule est accidenté, mais imaginez un vendeur malhonnête qui ne l'aurait pas marqué. Et ben là, si ça se trouve, vous alliez acheter une voiture complètement accidentée qui a été réparée on ne sait pas comment. Donc c'est ultra important avant d'acheter une voiture de faire un rapport Car Vertical. Il y a le lien dans la description pour bénéficier d'une réduction sur vos rapports. Aujourd'hui, je tente de déterminer quel est le meilleur point d'entrée chez Ferrari lorsqu'on veut une voiture utilisable régulièrement. Allez, peut-être pas au quotidien, mais au moins régulièrement. Forcément, je me suis tourné vers les GT 2+2 de la marque, pour leur côté pratique, mais aussi car ce sont les voitures chez Ferrari qui sont le plus réfléchies dans cet usage.
C'est une tradition qui remonte à loin puisque la première 2+2 date des années 60, la 250 GTE. Et à l'époque déjà, ça avait fait du bruit. On disait que Ferrari se travestissait, ne respectait plus ce qui fait de Ferrari une Ferrari. En fait, une Ferrari, c'est 2 places et c'est tout. Pourtant, 4 ans plus tard, Ferrari sort la 330 GT. Toujours en 2+2, mais plus puissante et plus moderne. Et surtout, elle bénéficie de l'aura de Ferrari qui réussit de belles performances en course au cours de ces années-là. En 1967, c'est la Ferrari 365 qui servira à remplacer la 330 GT, avec un design plus typé course. Pourtant, elle surprend avec ses équipements de confort, comme la direction assistée et la climatisation. Ensuite, en 1971, c'est la 365 GT C4. Vous ne la connaissez peut-être pas, elle n'a été vendue qu'à 500 exemplaires sur ses 2 ans de production, ce qui en fait une des voitures les plus rares présentées dans cette vidéo. Puis directement après, en 1972, c'est la série des 400 qui fait son apparition. Celle-ci, vous en avez sûrement entendu parler puisqu'elle a été produite jusqu'en 1989, avec notamment la 412. Et à partir de 1989, Ferrari renonce pour la première fois depuis les années 60 à produire un coupé 2+2. Bon, la trêve sera de 3 ans, avant de revenir avec la première véritable Ferrari coupé 2+2 moderne, la 456. Alors on va commencer avec cette Ferrari 456, c'est la version M en GTA. GTA parce que c'est la boîte automatique 4 vitesses. Alors forcément on a tendance à se dire qu'une 456 ça se prend en boîte manuelle. Alors certes, mais aujourd'hui j'essaie de voir si ces voitures sont utilisables au quotidien, un petit peu en daily. Alors bon, forcément, vous le savez, moi ma 996 j'ai absolument voulu en boîte manuelle malgré le fait que je l'utilise en daily. Cela dit, je peux comprendre la préférence pour une boîte de vitesse automatique sur une voiture qu'on va utiliser tous les jours. Maintenant, une boîte de vitesse aussi ancienne, est-ce que ça s'utilise quand même de la façon aussi simple que les boîtes de vitesse actuelles? Non, forcément. C'est une boîte de vitesse qui va être un peu plus lente, qui va avoir un temps de réaction un petit peu plus compliqué. Cela dit, ça reste relativement agréable pour l'instant. Là, j'ai pas encore beaucoup roulé avec la voiture. On va le voir par la suite. Pour l'instant, ça va encore. On déplore forcément le manque de palette au volant. Donc, je ne peux pas réellement choisir quelle vitesse j'utilise. Et ça, c'est assez surprenant parce que d'habitude, quand je roule des voitures un petit peu sportives en boîte automatique, je prends tout de même le temps d'utiliser les palettes au volant. J'aime bien choisir la vitesse dans laquelle je suis. En termes de sonorité, c'est sûrement celle des trois qui est la plus silencieuse, la plus calme, la plus discrète. En effet, à cette époque-là, apparemment Ferrari avait décidé que ces véhicules GT devaient être un petit peu plus discrets. Ce que je peux totalement comprendre, hein, c'était des voitures qui n'étaient pas faites pour forcément être très matu vues. C'était surtout des voitures pour aller sur l'autoroute ou pour en fait faire de la route. Et c'est un petit peu la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces voitures sont toujours aujourd'hui bonnes pour faire de la route en fait finalement? Est-ce qu'on peut les utiliser au quotidien? On a tendance à dire que Ferrari c'est pas possible hein, de les utiliser tous les jours, mais franchement pour l'instant c'est une voiture qui s'utilise très bien. Là on va aller sur des routes qui sont un petit peu plus sympas, histoire de voir comment ça se comporte avec une conduite un peu plus dynamique, hein. Je veux dire, ça reste une Ferrari, il faut voir un petit peu ce que ça donne. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est de voir comment se débrouille la boîte de vitesse automatique. Pour l'instant, je dois avouer que j'ai du mal à trouver ma position de conduite idéale. J'ai l'impression que le siège ne descend pas suffisamment. J'ai l'impression d'être très haut dans la voiture, ce qui est le cas. Après, je suis très grand. Hein. Je suis pas très grand, je suis grand. Je fais 1m86, ce qui fait que voilà, si vous faites un petit peu plus, ça risque de bloquer un petit peu dans cette 456. D'ailleurs, plus vous êtes grand, moins les sièges arrière sont utilisables. Et à mon sens, tout l'intérêt de ces voitures, c'est que ce sont des 4 places. Je veux dire, si jamais on n'a pas besoin de 4 places, et ben autant prendre une Ferrari qui est en 2 places. Je veux dire, celle-ci en face à l'époque, il y avait la 550 Maranello, qui est une voiture qui est très jolie, mais qui cote quand même un peu plus. Alors on parlera des cotes de ces voitures un petit peu après, mais bon, forcément vous vous en doutez, la 456, c'est une voiture qui est relativement abordable, en tout cas quand on parle de Ferrari. Oh, oh, et oui, parce que sur celle-ci, il y a les pop-up. C'est vrai que sur une 456, on a les pop-up. Du coup, là, je viens d'allumer mes phares et je viens de les voir se soulever. Et ça, c'est quand même un petit plaisir. C'est vrai qu'avoir des pop-up sur une Ferrari, il y a quand même ce côté. Bon, celle-ci est sortie dans les années 90, voire même celle-ci plus vers les années 2000. Mais avoir les pop-up, il y a ce côté très années 80 de Ferrari, le côté où on était encore un
petit peu à la Magnum, vous voyez. Et ça fait plaisir. Ça, je serais capable de choisir une 456 juste pour les pop-up. Bon, effectivement, qui dit voiture familiale, le but c'est quand même pouvoir utiliser les sièges arrière pour pouvoir mettre vos gosses, vos amis, pour faire un petit boulot. Alors, le process est un petit peu lent parce que tout est électrique. Donc, il faut attendre que le siège s'avance. C'est bon, ça y est, on peut enfin monter à l'arrière. Et du coup, on se glisse vraiment à l'arrière et on disparaît au fond du siège, ce qui est assez marrant. Et ensuite, bah, on se fait écraser les genoux dans les sièges. Alors en réalité, on est serré parce que je suis un petit peu grand, mais c'est pas affreux. Je pense qu'il y a plus de place à l'avant de cette voiture que à l'arrière de ma 911 par exemple. Alors j'en profite d'être à l'intérieur de cette 456 pour parler un petit peu de cet intérieur fauve, crème. Je ne sais pas exactement quelle est la couleur chez Ferrari de cet intérieur, mais j'aime beaucoup. C'est assez classique chez Ferrari d'avoir cette couleur, mais on se retrouve vraiment avec du cuir partout, les petites surpiqûres qui vont bien. Alors il y a 2-3 endroits qui ont un petit peu mal vieilli, notamment je reconnais du soft touch un petit peu partout. C'est le soft touch des années 2000, j'ai le même dans la Ventime, ça a toujours été le bordel, ça vieillit très mal. Et chez Ferrari on sait que c'est un problème. Après honnêtement, il n'y en a pas trop dans cette voiture. Ça va, parce qu'ils ont mis tellement de cuir partout qu'ils n'ont pas eu l'occasion de mettre beaucoup de soft touch. C'est-à-dire que même le pavillon est entièrement recouvert de cuir, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très joli. Ça fait voiture italienne, il n'y a aucun doute là-dessus. En réalité, cet intérieur n'a pas si mal vieilli. Les intérieurs clairs, c'est toujours un petit peu compliqué. Celle-ci a 55 000 km, donc vous pouvez un petit peu imaginer l'état de la voiture par rapport à une autre finalement qui aurait le même kilométrage ou un kilométrage plus élevé. Là, ici, on a vraiment pas trop mal vieilli, la moquette est pas trop décolorée, le cuir est pas trop mal. Non, franchement, je trouve que c'est une voiture qui ne fait pas son âge, qui ne fait pas ses années et ses kilomètres. Depuis tout à l'heure, vous entendez un bruit sourd derrière moi quand je parle dans la 456. Je peux pas vous le cacher plus longtemps, la responsable, c'est elle. Le bruit que vous entendez, c'est le V12 5 litres 7 de 540 chevaux de la 612. Malheureusement, au moment où nous tournons cette vidéo, notre Scaglietti est un peu capricieuse au niveau de la batterie. Disons que si nous décidions de l'éteindre, nous ne serions absolument pas sûrs d'avoir assez de jus pour la redémarrer. Nous avons donc dû sacrifier le son de cette vidéo afin d'être sûr de pouvoir mener l'essai à bien. Et quel essai! Alors me voici désormais au volant de la 612 Scaglietti. On est dans une configuration qui est assez exceptionnelle et celle-ci, j'ai une position de conduite qui est beaucoup plus acceptable. Là, je n'ai pas encore le siège au plus bas, mais c'est déjà beaucoup mieux, beaucoup plus adapté aux grandes personnes. On pourra remarquer que sur celle-ci, j'ai enfin des palettes avec ma boîte automatique, ce qui va me permettre de pouvoir choisir mes vitesses. Mais même rien qu'à l'utilisation, on sent que c'est une voiture qui est quand même beaucoup plus moderne. La direction est plus souple, les vitesses semblent mieux passer, on a un feeling qui est beaucoup plus moderne. C'est vrai qu'il y a un step-up qui est énorme entre cette 612 et la 456. Bon, en toute honnêteté, les vitesses mettent toujours un certain temps à passer. On n'est pas sur quelque chose de très rapide, on est toujours sur la boîte F1 Ferrari qui a malheureusement un certain âge. Voilà, les vitesses mettent un certain temps à passer. C'est pas forcément rédhibitoire, hein, clairement. Ça reste une voiture qui se comporte très bien, mais on a toujours ces petites lenteurs. Si on a l'habitude de tester des véhicules qui sont plus récents, si on roule des Porsche en PDK par exemple, là forcément on va avoir tendance à se dire ah tiens, la vitesse passe un petit peu plus lentement que ce qu'on pourrait espérer. Alors on se rend compte que les vitesses passent légèrement plus vite si je lâche l'accélérateur au moment où je passe ma vitesse. Et le downshift par contre est relativement rapide, ça c'est agréable. C'est vraiment un upshift où ça manque un petit peu de peps. Mais c'est tellement agréable à conduire. La précision de la direction, etc. C'est vraiment quelque chose. En termes de design, ça a toujours été un petit peu compliqué. C'est une voiture qui a été mal aimée au départ. Mais c'est surtout parce qu'on la voyait en image, en photo ou en vidéo. Malheureusement, je ne peux pas vous retranscrire à quel point cette voiture a une présence lorsqu'on la voit en vrai. Ça n'a rien à voir. Là, cette voiture avec son long capot et ses proportions, elle a vraiment une présence, c'est fou. C'est une vraie Ferrari, quoi. Et puis forcément, on regrette toujours un petit peu ce long capot, mais il faut pouvoir faire rentrer cette énorme V12 de Ferrari Enzo. Alors j'en ai profité pour demander à Pierre-Louis de nous ouvrir le capot, parce que regardez-moi la beauté de ce V12 Ferrari.
il est incroyable. Moi, ce genre de truc, ce genre de détail là, c'est magnifique quoi. Regardez-moi ça. Alors, en termes de proportion, effectivement, il y a cet arrière qui est un petit peu plus proéminent parce que non seulement il faut faire rentrer le moteur, il faut également faire rentrer des personnes à l'arrière. Je vous rappelle que c'est une version 4 places. Alors, je vais voir si mon 1m86 passe à l'arrière d'une 612 Caglietti. Je vous avoue qu'à mon avis, ça va être tendax, mais ça se tente. Et en vrai, c'est pas si mal. Enfin, forcément, si je remets le siège en place, on est serré, hein. On est serré, mais ça va. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de place à l'arrière de cette voiture qu'à l'arrière de ma 996. Et c'est marrant parce que ça me permet de repérer un détail que je n'avais pas repéré. Regardez-moi comment l'appui-tête est fixé sur ce siège. En fait, il n'est fixé que par le côté. Et là, toute cette partie-là, en fait, est vide. Je trouve ça assez fort. D'ailleurs, toute la ceinture est forcément fixée directement dans le siège. Donc, on n'est pas gêné pour rentrer à l'arrière. C'est assez bien foutu, en fait. Je trouve ça fou, ce genre de petits détails. Alors, on a vraiment cette partie-là qui est énorme et qui prend vraiment beaucoup de place sur le centre. Mais ce qui nous permet vraiment de s'enfoncer dans les sièges de chaque côté. On a la petite buse en carbone ici, là, qui est quand même magnifique. Et puis, regardez-moi cet énorme subwoofer Bose à l'arrière, là. C'est assez fou, quand même. À quoi ça ressemble à l'arrière de cette voiture, quoi. Alors comme je vous le disais, cette voiture est extrêmement bien équipée. Regardez, ça va même jusqu'au siège réglable électrique à mémoire, avec tous ces réglages là, et ils sont même chauffants avec la petite molette qui est ici. En fait, cette voiture était vraiment très chère de base. Le prix à l'époque dépassait les 300 000 €. Vous pouvez imaginer le prix qu'il fallait débourser pour avoir une configuration comme ça sur une 612 Caglietti. Forcément, je ne peux que vous parler de ces jantes parce que ça, ce sont des jantes assez spéciales puisque ce sont des jantes en plusieurs parties, hein, comme on peut le voir. Ça, c'était une option qui était assez rare, c'est aujourd'hui assez recherché. Et la petite spécificité, c'est que celle-ci était vraiment livrée avec ces jantes d'origine. Quand je vous dis que cette configuration est exceptionnelle, je vous mens pas. Alors sur l'arrière, très classique chez Ferrari, on a ces gros feux ronds qui ressortent un petit peu. Ça, c'est vraiment typique des Ferrari de ces années-là. On n'est absolument pas surpris. Encore une fois, elle a un kit un petit peu spécial. Si je me souviens bien, ça c'est le kit Daytona qui lui donne un petit côté un petit peu plus sportif, un petit peu plus agressif avec ses sorties d'échappement, etc. C'est encore une fois ce qui en fait de cette 612 particulièrement une voiture un petit peu plus exceptionnelle. Notamment également à l'intérieur. J'ai très envie de vous montrer l'intérieur parce que quand on la voit comme ça a l'air d'être quelque chose d'assez assez classique, mais finalement c'est pas aussi classique qu'on pourrait le croire. Alors on est sur une configuration noir intérieur cuir gris et il y a beaucoup de carbone dans cette configuration. Alors c'est une Ferrari, il n'y a aucun doute, hein. On est sur ce petit volant Ferrari, le petit compteur jaune, etc. On est sur quelque chose un petit peu plus moderne que sur la 456. On voit qu'on a un petit écran ici, on a un écran ici également. Bon, c'est une voiture de 2009, donc déjà que Ferrari n'était pas forcément très en avance en termes d'infotainment. Ici, on est sur quelque chose qui est déjà un petit peu daté. Mais c'est là et c'est marrant de l'avoir. Non, surtout ce que je voulais vous montrer dans cette version, c'est l'abondance de carbone. Regardez, on en a ici, on en a sur le volant, les palettes sont en carbone. Toute la partie centrale est en carbone, même la partie passager, etc. Il y a du carbone partout. C'est vraiment du plus bel effet. Regardez-moi ces sièges. Ça, c'est les sièges vraiment typiques de chez Ferrari. Ils sont extrêmement travaillés. Il y a du cuir partout. D'ailleurs, on a du cuir jusque sur le ciel de toit. Regardez-moi, le cuir, du cuir. Ça, c'est vraiment génial. Le petit 612 Caglietti qui fait plaisir, comme je vous le disais, du carbone partout. Et puis, regardez-moi ça ici. On a le petit cheval sur les petites aérations. Ça, c'est des petits détails chez Ferrari, mais ça fait toujours vraiment plaisir. Alors forcément, qui dit Ferrari utilisable daily, il faut absolument avoir un coffre correct. Alors celui-ci, il n'est pas forcément très profond, mais par contre, il est vraiment très large. Regardez-moi à quel point ça va loin. Si je mets mon sac dedans, je pourrais presque faire tenir la totalité du sac dans cette aile arrière. C'est assez ouf. Et d'ailleurs, petite remarque en plus, parce que cette voiture est extrêmement bien équipée, on avait déjà une caméra de recul à l'époque. Je veux dire, Ferrari, ils ont toujours été un petit peu en retard sur les équipements de ce type-là, mais finalement, déjà en 2007-2008, on pouvait avoir une caméra de recul sur cette voiture. Je trouve ça assez ouf. Bon, on se retrouve maintenant dans la FF. Bon, c'est un autre délire. Clairement, là, on est sur des puissances qui sont clairement démesurées. La précision de la direction, c'est assez ahurissant.
la vitesse de la boîte, etc. Là, on est vraiment dans une Ferrari qui est moderne. Même si cette Ferrari a 10 ans, hein, celle-ci est de 2013, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un plaisir fou à conduire. J'adore. Ah là là, l'immédiateté du passage de vitesse avec les petites LED qui s'allument au-dessus là pour nous indiquer à quel moment il faut passer la vitesse, c'est un plaisir. Alors, il y a 2-3 petits trucs qui me plaisent pas, notamment l'absence de commodo pour les clignotants. Parce que tous les clignotants se situent, tous les clignotants, il n'y en a que 2, hein, mais ils se situent directement sur le volant et c'est un petit peu relou. Mais à part ça, mais qu'est-ce que c'est un plaisir comme bagnole. Elle vaut largement son prix. Celle-ci vaut environ 130-140 000 à l'heure actuelle. Et franchement, c'est un plaisir à conduire. Alors, déjà de base, moi, c'était un petit peu ma Ferrari de rêve, entre guillemets. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le Puro Sangue. Mais clairement, maintenant, c'est sûr et certain, c'est le but à atteindre. La plus puissante, la plus chère, celle avec le plus de roues motrices, puisque effectivement c'est la première Ferrari à être en 4 roues motrices. C'est assez dérangeant au départ, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi une Ferrari a besoin de 4 roues motrices? C'est parce que, je vous le rappelle, le but c'est d'utiliser ces voitures en daily. Imaginez-vous dans votre FF en train de monter à la montagne pour aller faire votre petit tour en ski, etc. Cette voiture, c'est totalement faisable de le faire. En plus de ça, c'est une voiture qui est quand même super jolie, avec son design qui rappelle vraiment les shooting brakes, les breaks de chasse. On est sur 2 portes, on a vraiment cette arrière qui fait presque un petit peu compact quelque part. On est vraiment sur une voiture qui est censée être le plus utilisable possible. Et Ferrari l'a vraiment bien fait. Je suis désolé, mais je trouve que cette voiture est super jolie. J'adore cette voiture. Alors forcément, on a ce capot d'une longueur, forcément il est interminable. Mais comme sur les 2 voitures précédentes, il faut faire rentrer l'énorme V12 et on doit le faire rentrer après l'essieu avant. En fait, le V12, il doit être ici. Parce que si jamais il est en porte-à-faux avant, ça va déséquilibrer un petit peu la voiture, ce qui explique pourquoi le capot est aussi long. Bon, encore une fois, je vais demander à Pierre-Louis s'il peut bien m'ouvrir le capot pour qu'on puisse apprécier ce V12. Alors comme je vous le disais, le V12 qui est après l'essieu avant, pour créer une voiture le plus équilibrée possible. C'est magnifique, c'est super joli, comme à chaque fois chez Ferrari. Je veux dire, c'est à chaque fois une œuvre d'art de voir sous le capot d'une Ferrari, ici, comme à chaque fois, quoi. Moi, ça me fait toujours quelque chose hein, de voir ça, j'adore. D'ailleurs, il y a des petits détails intéressants. Il faut savoir que cette peinture, c'est le Nero Daytona. On sait que c'est la peinture d'origine, puisque ici, on a la petite plaque Ferrari, enfin le petit sticker Ferrari, qui nous indique que c'est la peinture d'origine. Cette peinture super jolie. On a l'impression que c'est un noir discret et qu'il a aucun intérêt. En réalité, dès qu'on le met un petit peu au soleil, c'est magique. Bon, on va quand même s'arrêter de... La beauté de ces jantes, c'est magnifique. D'ailleurs, on peut voir les étriers céramiques derrière. Donc pareil, hein, tout ça c'est optionnel, etc. Il se passe plein de choses. Cette voiture est vraiment très bien équipée également, il faut le préciser. En parlant des options et des petits équipements assez exceptionnels, regardez-moi ce logo. Pour l'instant, ce logo, vous vous dites, bah ouais, c'est le logo Ferrari, il n'y a rien de spécial. Cela dit, si vous regardez bien, il est un petit peu gris foncé, un petit peu gunmetal, il est un petit peu différent. Et en fait, pour avoir ce logo d'une couleur différente du gris clair d'origine, bah non, ça c'est du tailor-made. C'est un peu l'équivalent du Porsche Manufacture chez Porsche. C'est vraiment, il faut passer sur une ligne de production totalement différente pour avoir ce genre de petits détails. Et ça coûte un fric fou. J'imagine même pas combien le premier propriétaire a dû payer juste pour avoir son logo d'une couleur différente. Alors forcément, cette FF a un grand coffre pour une Ferrari, hein, calmons-nous, et surtout il est à haillons électriques. Alors ça c'était une option également à l'époque, il faut le préciser, mais ça nous donne un coffre qui est pas mal grand en réalité, hein. Je veux dire, on a de la place et surtout sur celui-ci on peut aller un petit peu plus en profondeur, on a toute cette partie-là également qui est utilisable. Alors là vous voyez comme une sorte de bosse ici à l'arrière du coffre. En fait ça c'est tout le système 4 roues motrices qui se trouve à l'intérieur ici avec les servomoteurs etc. pour en gros créer le 4 roues motrices. Il faut savoir que comme je le disais tout à l'heure chez Ferrari c'est vraiment la première version en 4 roues motrices, donc ils ne savaient pas encore miniaturiser autant que ce qu'ils auraient aimé le système. Alors on a également un diffuseur assez exceptionnel sur cette voiture, donc la caméra de recul est ici, toujours en option évidemment, mais regardez-moi ce diffuseur qui est assez fou quoi, qui intègre également les anti-brouillards hein, qu'on vient d'allumer de chaque côté ici.
On a une sorte d'ailette ici qui s'arrête à mi-chemin. C'est ultra compliqué comme diffuseur. Et moi ça me plaît, je trouve que c'est une pièce qu'on regarde vraiment très peu sur une FF et pourtant elle a énormément d'intérêt et je pense que ça doit avoir vraiment un intérêt aérodynamique assez exceptionnel. On peut également parler des sorties d'échappement qui ont également ce style un petit peu en double paroi qui est pas inintéressant, qu'on avait déjà sur la 612 et qu'on retrouve ici. Sauf que ici, eh ben, ils sont peints en noir parce qu'on a vraiment une configuration qui est très noire sur cette voiture et ça marche vraiment bien, quoi. Maintenant, je vous propose de passer à l'intérieur de cette Ferrari FF parce que la configuration est exceptionnelle. Encore une fois, on a l'impression que c'est une configuration toute noire. Mais non, regardez-moi ça, on a les petites surpiqûres blanches un petit peu partout qui rajoutent vraiment quelque chose. C'est vraiment pas mal, avec même le petit losange sur les sièges, etc. On se retrouve avec une configuration qui est super agréable. Alors, il y a pas mal d'options dans cette voiture, notamment le volant qui indique le passage de rapport avec des petites LED sur le haut du volant. C'est une petite connerie, ça va servir à rien. Mais c'est un plaisir, lorsqu'on la roule, d'avoir les petites LED qui s'allument et on sait qu'on doit passer à la vitesse suivante. Moi, j'adore ce genre de choses. Alors, encore une fois, les petits détails. On a le petit cheval sur l'aérateur. On a le petit logo Ferrari, parce qu'il faut surtout pas qu'on oublie qu'on est dans une Ferrari. On a tout le système infotainment qui a encore une fois un petit peu vieilli, forcément c'est pas les trucs les plus récents, mais ça a l'intérêt d'être là. Et puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut remplacer assez facilement. On peut peut-être aller chez Ferrari et avoir quelque chose d'un petit peu plus récent parce que la FF a été vendue quand même quelques années, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Honnêtement, j'en sais rien, il y a peut-être des rétrofits qui sont envisageables. Le bloc de clim qui encore une fois fait un petit peu vieillot, un petit peu comme dans la 612, mais qui est quand même beaucoup plus quali, hein. Je veux dire, on a un rétroéclairage qui est intéressant, on a quelque chose qui est quand même pas mal du tout. Moi je préfère largement ce bloc de clim. Ensuite on a des petits trucs, on se demande un petit peu pourquoi ça a été fait comme ça, notamment l'ouverture de la boîte à gants qui se fait électriquement avec un petit bouton, alors qu'en vrai une petite manette ça aurait très bien fait le taf. Alors il y a aussi un truc qui me dérange chez Ferrari, c'est l'ergonomie des boîtes de vitesse qui change environ tous les 3 jours. C'est-à-dire que sur la 456 ça se passe d'une façon, sur la 612 ça se passe d'une autre, et ici ça se passe encore d'une autre façon. Ici on a les boutons avec auto, air, launch, il se passe des choses, on a les palettes au volant ici. En gros, c'est encore un système différent de ce qu'on avait sur la 612. Moi, je suis perdu. Moi, j'en peux plus. Je ne sais plus où donner de la tête. Autre remarque sur l'ergonomie de cette voiture. Comme vous pouvez le voir, on n'a absolument aucun commodo. Tout se passe uniquement sur le volant et ça peut en dérouter certains, notamment au niveau des clignotants qui se passent directement ici. En fait, ça, c'est forcément pour donner un petit peu l'effet Formule 1. On a vraiment l'impression d'avoir un volant de Formule 1 avec le engine start, etc. Alors, c'est joli, mais au niveau de l'ergonomie, je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Par contre, on peut également parler des compteurs avec les différents écrans qu'on a ici. Alors, on a le contour au centre, puis on a des écrans qui sont paramétrables de chaque côté. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Je trouve que ça fait voiture assez récente. On n'a pas l'impression que la voiture a déjà une dizaine d'années et c'est assez agréable. Alors, je vais tenter de monter à l'arrière de cette FF parce que si on considère que c'est une voiture familiale, il faut qu'on puisse monter à l'arrière comme sur les deux autres. Je vais voir si mon 1m86 passe dans cette voiture. Donc, je vais me faxer dans le siège arrière. Alors, déjà je trouve que l'ouverture est plus grande et on a tendance à pouvoir rentrer beaucoup plus facilement à l'arrière de cette voiture. Et en plus de ça, vu la forme de la voiture, on a beaucoup plus de place au niveau de la tête et ça serait presque agréable. Je vais voir quand j'en ferme le siège ce que ça donne. Franchement, j'étais pas loin de me faire écraser les genoux. Et là, j'ai l'impression d'être enfermé à l'arrière de cette voiture. En même temps, le siège, il est réglé pour ma conduite. Hein, donc forcément, j'ai pas forcément le choix. Là, on va l'avancer un petit peu, histoire de pouvoir respirer quand même. Mais non, franchement, pour des enfants ou des adultes pas trop grands, ça va, quoi. On a fermé la porte, du coup, il y a la ceinture qui est donnée par le petit bras, etc. Ça, c'est le genre de petits détails qui sont assez marrants. Écoutez, à l'arrière, il se passe plein de choses. Il y a des aérations, il y a des portes gobelets. Mais je vais prendre le téléphone et puis je vais vous montrer un petit peu plus en détail moi-même ce qui se passe à l'arrière. Alors, je vais vous allumer la petite lumière pour espérer
vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'arrière de cette voiture. Donc on a la même qualité de siège, hein. On a du cuir absolument partout, les petits logos Ferrari embossés à l'arrière, les petites surpiqûres blanches. En vrai, on est plutôt pas mal à l'arrière de cette voiture. Donc comme je vous le disais, les petites aérations, une par personne, avec toujours le petit logo Ferrari au centre. On a des porte-gobelets, on a de petits rangements ici, avec même une petite prise allume-cigare. Donc c'est relativement utilisable. Je veux dire, si vous avez des enfants et que vous avez besoin de les transporter à l'arrière de la FF, franchement, c'est totalement envisageable. Bon, par contre, moi, je vais peut-être ressortir de cette voiture parce que on serait presque un petit peu claustro au bout d'un moment, hein. Mais je ne peux pas sortir, je ne peux pas accéder à la poignée. Au secours, laissez-moi sortir. Bon, écoute, c'était une journée exceptionnelle, Pierre-Louis, j'ai adoré, c'était trop bien, je veux dire, sur la route et tout. On a fait vraiment des plans avec les 3 voitures, trop bien. Incroyable. Bah, les images, à mon avis, vont être exceptionnelles. Vous avez la chance de les avoir déjà vues. Et puis on a pu voir l'évolution vraiment des 3, là, c'est ça d'avoir pu rassembler les 3, ouais. De faire la comparaison avec les 3 V12. Ouais, parce qu'au final, on a presque une dizaine d'années de Ferrari, là, c'était... L'évolution, c'était génial. C'était super intéressant. De t'accueillir. Et bah, de même, moi, c'était vraiment un plaisir de venir, donc un grand merci à toi. Puis j'espère qu'on pourra faire d'autres choses. Oui, on a un stock qui bouge beaucoup, donc on pourra avoir de nouvelles arrivées. On pourra faire ça avec des Porsche ou d'autres Ferrari. Complètement, ouais. On verra ça dans le futur. Avec plaisir. Tu seras toujours bienvenu. Bah, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner dans les commentaires peut-être un modèle ou quelque chose que vous avez envie de voir en vidéo. Vous pouvez aller voir sur leur Instagram ce qui se passe. De toute façon, tous les liens sont dans la description en dessous. Donc allez-y, cliquez, abonnez-vous, etc. Moi, je vais vous dire, comme d'habitude, de regarder d'autres vidéos et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, allez, bye bye. Bye.